La question de la sécurité des biens et des personnes est essentielle. C'est un pouvoir régalien dont l'État européen unitaire devra disposer. C'est la question de la police, c'est en partie la question de la justice. J'ai évoqué par ailleurs que je souhaitais que les chefs de police, au moins au niveau local, et les procureurs soient élus. Mais évidemment, il faut voir quelle police nous devons créer. Donc il faudra une police européenne, c'est évident, qu'on peut appeler Europolice ou Europol, peu importe, et qui aura en charge les missions qui ont du sens au niveau européen, c'est-à-dire la lutte contre les trafics, la lutte contre la criminalité en bande organisée, la sécurité de masse et autres. Ça doit relever d'une police européenne. Ensuite, il y a des polices municipales qui existent partout en Europe, il n'y a aucune raison de les supprimer. Et enfin, peut-être imaginer des polices euro-régionales. Après, il faudra définir le rôle de chacun. Il est évident qu'il y a besoin d'une police plus locale, d'une police de niveau intermédiaire et d'une police continentale. Il faudra ensuite trouver comment cette police s'articule. Europol sera subdivisé évidemment, et autres. Voilà un peu comment il faut voir les choses. Il faudra certainement une agence de sécurité informatique européenne, et il faudra probablement aussi une direction du renseignement et une direction des services au niveau européen. Ça paraît évident, il faudra des garde-fous pour éviter ce qui se passe en Russie, mais on aura besoin de services de toute façon spécifiques. Il est évident par ailleurs qu'il faut appuyer ça sur une justice qui soit beaucoup moins laxiste et qui soit appuyée sur un code pénal qui soit répressif. L'Europe occidentale vit aujourd'hui une nouvelle crise insécuritaire liée à la fois à la question migratoire et au laxisme judiciaire. Ça devient insupportable en France, en particulier au Royaume-Uni. Indépendamment de la question migratoire, qui mérite une réponse appropriée, il y a une société de plus en plus violente. Or, nous avons aboli la peine capitale en Europe. C'est un tabou absolu depuis les années 80. Donc, il faut savoir qu'un pays de l'Union européenne qui rétablirait la peine de mort pourrait se voir sanctionné par l'Union européenne et perdre ses pouvoirs de décision en son sein. C'est vraiment un tabou absolu. Or, ce tabou, il vient d'en haut et il est imposé au bas. C'est-à-dire concrètement que cette abolition, par exemple, lorsqu'elle a été décidée par François Mitterrand en 1981, c'était une des premières mesures de son gouvernement. Elle s'est faite de manière unilatérale, évidemment. On peut penser que la majorité des Français étaient opposés à cette abolition. Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas prévu de la supprimer. Bon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est abolie officiellement dans toute l'Europe et qu'il y a un moratoire en Russie sur ce plan, ce qui n'empêche pas d'avoir lieu de manière hypocrite, évidemment. On l'a vu avec Navalny. Alors, pourquoi cette peine est importante et pourquoi il faut se poser la question? D'abord parce que vous avez une pyramide des peines, et en haut de la pyramide des peines, vous avez celle-là. Lorsque vous dégrafez la peine ultime, c'est la peine suivante, c'est-à-dire la perpétuité réelle, qui est attaquée. Et c'est la perpétuité réelle qui, finalement, a quasiment disparu aujourd'hui en Europe. Et en fait, plus vous grattez le haut de la pyramide, plus ça s'effrite et plus ça effondre toute la colonne, toute la pyramide des peines. C'est pas aux dirigeants de décider. Ça doit être au peuple. Donc il faut redonner la parole au peuple sur ce sujet, et il faut tout simplement que ce soit lui l'arbitre. Il ne faut pas lui imposer une politique, il faut lui demander son avis, et ça doit être l'inverse de la technocratie d'aujourd'hui. On est passé donc d'une politique décidée par en haut, et on doit passer maintenant à une politique décidée par en bas. Voilà, tout simplement. Donc un référendum européen sur le sujet, et on acceptera la décision du peuple. La perpétuité réelle, c'est un vrai débat. Le cumul des peines, c'est un vrai débat. Il faut avoir le courage de le défendre. Bien sûr, parfois, ce cumul des peines est caricaturé. La sanction contre la récidive doit être plus ferme. Elle ne doit pas être caricaturale. Il y avait des exemples aux États-Unis où quelqu'un avait volé une pizza, il a revolé une pizza, il prend une peine de prison ferme longue. Bon, c'est ridicule. À un moment donné, on est intelligent et pragmatique. Mais il est évident que la tolérance zéro est un débat qui doit être posé, mais ça nécessite la création de prisons, ça nécessite aussi que l'application des peines soit réelle. Il y a un problème notamment du fait qu'on diminue les peines des gens pendant leur durée de prison et autres. Le bracelet électronique est quelque chose qui se défend pour un certain nombre de choses.
pourquoi pas. La place de tout le monde n'est pas en prison, et la prison n'est pas forcément une réponse appropriée, mais il ne faut pas avoir peur d'elle. Et évidemment, il faut donc surtout se poser toutes ces questions. Moi, je crois qu'il faut des référendums européens sur tous ces sujets-là. Redonnons la parole au peuple, et il décidera pour ce qui sera à faire. Vous verrez qu'il n'ira pas dans le sens de la technocratie. Mais ce sera sa décision, et c'est ça la démocratie. Moi, ce qui me dérange, vous voyez, c'est que ce droit moderne international, qui est né finalement d'un grand procès, qui a appliqué la peine de mort, a été totalement détourné. Et en fait, on est toujours allé dans le sens de la culture de l'excuse, de la culture de la victimisation, c'est-à-dire que le criminel devient une victime, et que la victime finalement ne compte plus. Cette inversion des valeurs, elle doit prendre fin. Est-ce que ça vient du christianisme? Est-ce que ça vient de philosophie décadentiste? Est-ce que ça vient d'autre chose? Peu importe, il y a un constat à faire. Ce constat, c'est évidemment la violence de nos sociétés qui nécessite une réponse appropriée. Alors, bien entendu, vous allez avoir les réponses qu'on va m'opposer. On va dire, regardez au Texas, regardez dans ces pays aux États-Unis, il y a la peine de mort, et vous voyez, la criminalité est très importante. D'abord, il y a une culture de la criminalité aux États-Unis, une culture de la violence, qui vient de la création même du pays, de la façon dont ce pays s'est construit. C'est pas seulement parce que les armes à feu sont faciles d'accès, c'est parce qu'il y a cette culture-là. Et par ailleurs, on peut se dire qu'en fait, sans ça, ça serait bien pire, en fait. Donc c'est toujours le vase à moitié vide ou à moitié plein. Oui, ça marche pas, vous voyez, sauf qu'on peut se dire que ça peut être bien pire sans. Donc l'argument ne tient pas. Mais peu importe, mon avis personnel ici ne compte pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté d'imposer des politiques par en haut au peuple, et on ne lui demande pas son avis. Et moi, je préfère qu'on fasse le contraire. Je préfère que la politique pénale soit décidée par le peuple. C'est à lui de définir le degré de répression qu'il estime nécessaire dans notre société. Je veux bien entendre que dans les années 50-60, dans les pays scandinaves par exemple, on se soit dit qu'il fallait des peines beaucoup plus justes, qu'il fallait, être moins répressif. Ça pouvait avoir du sens à une époque. Mais regardez aujourd'hui les caricatures que sont devenus les pays scandinaves sur ce plan. Dans une société qui n'est pas trop violente, on peut admettre que les cas rares de criminalité soient réprimés avec relative douceur. Mais plus aujourd'hui. Ça devient complètement absurde. Une politique pénale, c'est pas un dogme. Ça s'adapte à une situation. Donc, si la situation nécessite une répression plus forte, on le fait. Si la situation s'adoucit et qu'on peut se permettre une répression plus allégée, alors faisons-le. Mais voilà, on ne peut pas rester sur le dogme et ne pas tenir compte du réel et du contexte. Les valeurs d'aujourd'hui que l'Europe met en avant sont celles des années 50 sur ce plan, ou 60. Très adoucies. Bon. La société actuelle ne le permet pas. Quant aux policiers, il faut qu'ils soient soutenus par leur hiérarchie et par la population. Il faut que leur mission soit clairement définie et que les gens qui s'en prennent aux policiers soient effectivement durement sanctionnés, ça soit des peines plus lourdes, clairement affirmées. Il n'est pas normal, lorsque les policiers font leur travail, qu'ils soient suspects, tout de suite, d'avoir mal fait les choses, lorsqu'il y a un drame. Systématiquement, on prend parti pour celui qui a été réprimé par les policiers plutôt que pour les policiers. C'est choquant. Il faut changer la loi sur ce plan-là. Il y aura toujours des abus policiers, ils existent comme il y a des abus dans toutes les professions. Et il faudra qu'ils soient sanctionnés, bien évidemment. Mais la présomption de culpabilité du policier, parce que c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui, est inacceptable. Notamment en France et dans la plupart des pays d'Europe. Quant au fait que les policiers soient armés, même au niveau de la police municipale, la société actuelle y invite naturellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Enfin, il ne faut pas une police qui se communautarise, c'est-à-dire une police qui se teinte d'un excès local, si on peut dire, et qui fasse finalement une justice à la tête du client ou à la tête de la communauté. Il faut là aussi y mettre fin. L'exemple britannique est assez inquiétant sur ce plan. Donc, revoir l'échelle des peines, réfléchir au cumul des peines, réfléchir à des mesures effectivement efficaces contre la récidive,
Tout cela, ça doit être débattu. Je n'ai pas d'a priori là-dessus, et je pense qu'il ne faut pas en avoir. Laissons le peuple être seul juge de tout cela, demandons aux Européens leur avis, et c'est eux qui décideront. Parce que c'est ça, la démocratie, je l'ai dit, et il faut la remettre au cœur de l'équation.